Mais pour ceux qui n'auraient pas lu le texte, je vais vous proposer quelques images, mais je vais commencer par résumer très rapidement l'histoire, puisqu'il y a un narrateur qui nous raconte une histoire dans laquelle il y a des personnages qui eux-mêmes racontent des histoires. Ces histoires sont elles-mêmes reprises par d'autres personnages qui les transforment par exemple en livrets d'opéra. Donc il y a de l'histoire engendrant l'histoire à plusieurs niveaux différents. Mais pour nous en tenir au récit premier du narrateur, comme dirait Genette, du narrateur extra-diégétique, nous avons 8 chapitres, c'est un petit texte divisé en 8 chapitres. Le premier, 8 chapitres qui sont d'ailleurs construits comme des tableaux. D'un chapitre à l'autre, quelquefois la transition n'est pas évidente, on passe d'un tableau à un autre tableau. Donc le premier tableau se situe à l'intérieur d'une riche maison, presque un palais à Mexico, dans les années, au début du XVIIIe siècle, disons 1708, quelque chose comme ça, si on essaie de situer la chose, où un personnage qui n'est pas nommé par son nom propre, qui est simplement appelé El Amo, le maître. Le maître est en train de préparer son départ pour un pays dont il rêve, parce qu'il en a entendu parler, par les récits qu'il a lus, qui est Venise. Ce maître est un descendant d'Espagnols qui ont conquis le Mexique à l'époque de Cortés, donc en 1520 à peu près, si je me souviens bien, de la conquête de Mexico par Cortés. Et ce descendant d'Espagnols donc a fait fortune au Mexique, ses ancêtres ont fait fortune, lui-même est richissime, il nage dans l'argent et il est en train de distinguer ce qui va rester dans des caisses et ce qui va partir avec lui, ce qui va emporter des bagages, notamment toute son argenterie, et parmi cette argenterie d'ailleurs, un élément sur lequel on pourra revenir, qui joue un certain rôle, qui est un pot de chambre en argent, sur le fond duquel est sculpté un œil en argent, et au début du texte, nous voyons ce maître en train de pisser dans ce pot de chambre avec cet œil au fond qui est une sorte de, il est qualifié de regard malicieux, qui est peut-être un indice adressé au lecteur pour qu'il prête l'œil précisément à ce qui se passe ici, qui est une déjection, qui est une séparation. Le premier chapitre, je crois, peut se lire, j'ai parlé de départ, comme quelque chose qui affecte un sujet divisé et qui ne se sent pas, qui ne s'éprouve pas encore comme divisé. Toute cette histoire va le conduire à affronter cette division subjective qui fait qu'il est à la fois lui-même et un autre, qu'il est autre à lui-même, mais qu'il ne le mesure pas. C'est le propre du maître, du signifiant un, de ne pas s'apercevoir que sous lui, ça c'est le discours du maître de Lacan, vous avez le signifiant maître, S1, une barre, et dessous, S barré, le sujet divisé qui est lui-même attaché à un objet fantasmatique, S barré, poisson A.
C'est pourquoi, bon, on y reviendra, je ne vais pas insister là-dessus, ce récit peut avoir quelque chose comme fond un travail sur un sujet affecté, comme tous les sujets, par un signifiant maître qui va découvrir son identité à travers la chute de ce signifiant maître. En tout cas, bon, il prépare son départ et quand on lit le texte de ce premier chapitre, et quand on lit en espagnol et avec les différentes références qu'on a, je crois qu'il faut insister sur ce terme « partir » dans son sens étymologique. Partir, c'est la division. Et d'ailleurs, vous avez dans ce premier chapitre, je vais revenir sur certains détails, mais quelque chose qui est construit très musicalement, c'est un chapitre vraiment construit musicalement dans sa forme. C'est une ouverture au sens modèle, c'est l'ouverture. Ça commence, il faudrait que je vous le dise en espagnol, mais avec une répétition. Je vais vous lire le tout début, vous allez voir la traduction. En argent, la fine coutellerie, les élégantes fourchettes, en argent, les plats où un arbre d'argent ouvré dans la concavité du métal recueillait le jus des rôtis, en argent, les compotiers. Bon, vous savez, cette répétition de des plata, une sorte de notes, de tonique, si on veut, qui va ressurgir à plusieurs reprises dans le cours du développement et s'achever à la fin de ce premier chapitre sur cette même note d'argent. Je lis la fin du dernier chapitre qui est la suivante. Le maître va, avant son départ, il va quand même, parce que c'est un maître jouisseur qui en pince pour les femmes et qui rêve évidemment à Venise, les courtisanes qui vont lui tomber dans les bras parce qu'il est riche, en crevé, il va débarquer, il s'imagine son fantasme, il va débarquer à Venise, comme ça. Ça se termine sur la note, je ne sais pas comment la définir, c'est à la fois la note sensible, évidemment, mais la tonique. Il disparaît avec sa visiteuse, sa maîtresse. Le maître et sa visiteuse nocturne s'en étaient allés vers la chambre ornée de saints dans des cadres d'argent, pour célébrer les joies du départ dans le lit aux incrustations d'argent, à la lueur des cierges placés dans des hauts candélabres d'argent. Argent. Donc, c'est vraiment la construction. Mais à l'intérieur, donc, on revient au point de départ qui ouvrait cette ouverture, mais vous avez un accompagnement musical. Alors, évidemment, il faut essayer de prêter l'oreille à ce qui se chante. Nous n'avons pas de partition musicale, mais le serviteur de ce maître, qui s'appelle Francisquillo, ce serviteur, c'est un premier serviteur, il en aura un second, après, joue de la guitare pendant ce temps-là, cette scène, et il joue en chantant, et ce qu'il chante, ça c'est très intéressant, chaque fois qu'on tombe sur un détail, on peut suivre la référence très très loin. Je lance juste une piste. Il chante un madrigal de Monteverdi, du 4e livre des madrigaux de Monteverdi, donc la nouvelle pratique de Monteverdi, sans s'approcher, ça nous met très très loin, mais le texte qu'il chante, c'est
A dolente partita, A dolente partita. J'ai le texte complet, c'est A départ douloureux. Bon, ensuite, le thème de la mort apparaît. Ma vie est une mort. Tous ces jeux de Guarini, l'auteur des textes utilisés par Monteverdi. Et dolente partita. Il y a dans partita quelque chose qui est de l'ordre du départ, mais ce départ, c'est bien entendu mourir un peu, et c'est laisser quelque chose ici et emporter quelque chose avec soi. Le madrigal de Monteverdi vient musicaliser en quelque sorte une phrase qui est elle aussi répétée dans ce premier chapitre. Ça reste là, ça part. Donc on est absolument dans une thématique de la division, mais une division qui n'est pas assumée comme telle lucidement, véritablement par le maître, qui va le retrouver ensuite. Alors, bon, ça, c'est pour, disons, cette structure de type musical du premier chapitre. Peut-être, j'ajouterais dans le dernier chapitre, où prise de conscience un peu de cette séparation, il y a une teinte, je trouve, une musique assez triste, un contraste, je trouve, qu'il y a à mettre en miroir avec ce premier chapitre qui est absolument très tonique. Mais le premier chapitre est en effet tonique, avec, disons, des modulations mineures. Et quand on lit les textes chantés par ce Francisquillo, qui lui-même va mourir de la peste quelque temps plus tard, il y a le côté, en effet, du départ. Alors, j'insiste beaucoup sur ce premier chapitre parce que, comme dans toute ouverture musicale telle qu'on pouvait l'entendre dans les opéras baroques, la plupart des thèmes qui deviendront les leitmotifs chez Wagner sont esquissés et vont être repris et développés avec des variations multiples dans la suite de l'œuvre et se retrouveront tout à fait à la fin. Alors, l'autre point très important, et là c'est le décor, j'ai dit que le maître n'avait pas de nom. Il en aura successivement, et l'histoire de la nomination dans ce texte me paraît aussi très importante. Ça, c'est l'aspect symbolique. Le baptême, la manière dont le narrateur va baptiser ces personnages qui dénotent une mutation subjective progressive. L'autre point très important, c'est que bon, il est dans cet appartement, il fait ses caisses, ce qui reste, ce qui vient avec moi, mais il y a une description de ces pièces, et notamment ce qui va rester, ce sont des œuvres d'art, des tableaux. Parmi ces tableaux, il y en a plusieurs. Il y en a un, je passe très vite, mais il est important quand on fait attention aux signifiants. C'est des pastels d'une peintre féminine vénitienne très connue à l'époque, au XVIIIe siècle, qui s'appelait la Rosalba, et qui ici a laissé, enfin, dans la pièce, on a des tableaux de la Rosalba. Je dis la Rosalba parce que c'est une référence à une peintre vénitienne, mais quand on lit le texte de près, on s'aperçoit que ce nom propre, ce signifiant de son nom propre, est en même temps une couleur.
rose, blanche. Le jeu du rose et du blanc, comme le jeu de toutes les couleurs, un prodigieux jeu avec les couleurs dans ce texte, me paraît très important. Un nom propre peut être en même temps une notation colorée, un mélange de couleurs. Et manifestement, Carpentier a joué sur ces couleurs en essayant de trouver, à mon avis, dans ces couleurs, l'équivalent de ce qu'en musique, on appelle couleur. Enfin, il y a toute une métaphorique de la couleur dans le langage musical. On pense à soprano coloratur, etc. Ou plus précisément à la gamme chromatique. Chromatique, c'est chroma. La gamme chromatique, c'est celle qui prend tous les demi-tons, à la différence de la gamme diatonique. Il y a un chromatisme généralisé et parfaitement bien maîtrisé dans le texte de Carpentier. Alors, toujours pour m'en tenir, mais vous voyez, j'en suis à peine au premier chapitre, il y a ces pastels de la Rosalba. Vous m'arrêtez si vous trouvez que c'est trop long. C'est très bien, c'est marrant. C'est parfait. Mais vous m'arrêtez, vraiment, on est entre nous, vous m'arrêtez. Puis je vais revenir aux images, ça va vous soulager un peu, mais je veux insister sur deux autres tableaux. Il y a un portrait du maître. Et là, ce portrait est particulièrement intéressant parce que voici comment il est présenté. Il est présenté de la manière suivante. Donc il y a la Rosalba, un portrait du maître qui est présenté de la manière suivante. En face, donc sur notre mur, dans un cadre noir carré, un portrait du maître de Céan, exécuté dans un si magistral dessin calligraphique qu'il semblait que l'artiste l'eût réussi d'un seul trait, emmêlé en lui-même, emprisonné dans des volutes, déroulé ensuite pour s'enrouler de rechef, sans lever une large plume de la toile. Vous voyez ce portrait du maître qui est une ligne, l'exemple même de la ligne baroque, vous voyez l'enroulement sur soi-même, etc. Et avec quelque chose, bon, évidemment, là aussi, il faut y prêter attention, sans lever une large plume de la toile. Ici, certainement un jeu sur le mot plume. Et, bon, on retrouvera les plumes qui ornent le chef de Montezuma, mais là, c'est la plume du dessinateur, mais qui est en même temps la plume de l'écrivain. Et il y a comme une espèce de clin d'œil, mais on est averti qu'il faut avoir l'œil dans tout ce qui est écrit. Ici, le pot de chambre est un signal, c'est aussi une sorte d'autoportrait de l'auteur qui va nous emmener à travers des lignes sinueuses, etc., à travers un univers baroque qu'il est en train de recréer. Voilà pour le portrait du maître. Mais il y a une sorte d'autre portrait dans un grand tableau qui est décrit de la manière suivante. À côté, donc, un peintre européen, se trouve un tableau, un peintre européen qui avait été de passage à Coyoacán, qui est un quartier de Mexico, il avait représenté l'événement le plus important de l'histoire du pays. Là, un Montezuma, mi-romain, mi-aztèque, un peu César coiffé de plumes de Quetzal, apparaissait assis sur un trône dont la facture était un mélange de style pontifical et de style de Michoacán. Sous un dais soulevé par deux pertuisanes,
et ayant à côté de lui, debout, un Cuauhtémoc indécis, au visage de jeune Télémaque, dont les yeux eussent été légèrement bridés. Vous voyez, ça s'appelle ekphrasis, c'est la description d'un tableau. Vous voyez combien, dans la description de Montezuma, empereur aztèque, se trouvent combinés des éléments hétérogènes qui en font un personnage profondément doux. Il est à la fois aztèque et César. Il y a son trône est pontifical. Le jeune Cuauhtémoc, c'est son neveu, le neveu de Montezuma, a des allures de Télémaque. Vous voyez comment, déjà, ce tableau peint au Mexique d'une scène fondamentale dans l'histoire du Mexique, peint par un artiste européen, nous situe dans cet univers du mélange auquel nous allons avoir à assister. En face de ce Montezuma, dans le tableau, Hernán Cortés, le conquérant, un face à face, un Montezuma qui est à la fois aztèque et européen, et un Hernán Cortés en toque de velours et épée à la ceinture, la botte arrogante posée sur le premier degré du trône impérial, était immobilisé dans la dramatique allure d'un conquistador. Derrière, Fray Bartolomé de Olmedo, en habit de moine de la Merci, brandissant un crucifix, d'un geste peu rassurant, tandis que Doña Marina c'est une indigène maîtresse de Cortés, en sandales huppie, yucatèque, les bras ouverts en une mimique d'intercession, semblait traduire au seigneur de Tenochtitlan ce que disait l'espagnol. Bon. Toute la suite de la description du tableau, avec cette traductrice au milieu, peut se lire de cette manière, avec ce mélange, cette mixture du multiple dans un même tableau,